Merci, mesdames et messieurs, de nous regarder de partout ailleurs et bienvenue sur votre chaîne pour suivre ce magazine Savoir Plus. Comme vous le savez, nous décortiquons les questions économiques, minières et environnementales. Alors, pour aujourd'hui, nous nous intéressons bien sûr au système macroéconomique de la RDC pour ainsi répondre tant soit peu aux besoins primordiaux de la population congolaise. Pour discuter de la question, nous recevons sur ce plateau un économiste de formation. Il s'agit bel et bien de Alex Nchoué-Mokim, à qui nous souhaitons la bienvenue. Merci beaucoup. Comment ça va? Ça va très bien. Les jours passent vite hein, et les pays vont aussi bien? Bon, ça va dans la mesure du possible, mais il y a des défis. Les défis à relever sont encore énormes. Ils sont multiples et assez complexes, mais on peut régler ces problèmes. Alors dites-nous, déjà, vous êtes économiste des formations. C'est quoi l'appréhension que vous avez de notre système macroéconomique? Bon, je commencerai par faire remarquer d'abord que notre économie, l'économie de la RDC, est une économie sous-développée parce que son mode de production est un mode qui se fonde sur un système de rente. C'est-à-dire que nous produisons essentiellement ce qui provient de la terre sans y apporter suffisamment de valeur ajoutée. Ce qui fait que notre position sur le marché mondial est assez faible. Et chaque fois que le marché mondial subit les effets d'un choc, qu'il s'agisse d'une baisse de la demande mondiale ou d'une baisse des cours, on en ressent rapidement les effets. Et ça montre que justement le système économique du pays demande à être revu et considéré. Donc il faudrait considérer notre modèle économique. Et ça demande plusieurs transformations et des réformes majeures. Mais pour que cela puisse se faire, il faudrait justement créer un environnement macroéconomique, c'est-à-dire un contexte général de l'activité économique qui serait favorable à cela. Pour que les gens puissent investir, il faudrait qu'il y ait une certaine stabilité du taux de change, une certaine stabilité du niveau des prix des biens, des facilités pour l'accès au financement à travers les banques et d'autres institutions financières. C'est justement cet environnement général qu'il faudrait mettre en place pour que l'on puisse pousser l'économie et arriver à faire les transactions essentielles. Donc, lorsqu'on parle de la gestion macroéconomique, on voit justement comment est-ce qu'on organise l'ensemble du système économique pour créer des conditions favorables à la croissance et à l'amélioration des conditions de vie de la population. Ça passe par des mesures d'ordre budgétaire, c'est-à-dire des mesures qui portent sur les revenus et les dépenses de l'État, mais également des mesures monétaires qui portent sur la quantité d'instruments de paiement en circulation, la valeur de la monnaie nationale par rapport aux monnaies étrangères, mais également le niveau des prix des biens sur le marché. C'est l'ensemble de ces paramètres qui constituent le cadre macroéconomique. Et il appartient donc au gouvernement de définir un ensemble de politiques et d'actions qui seraient de nature à stabiliser les prix, stabiliser la valeur de la monnaie et permettre aux gens de pouvoir justement obtenir des facilités ici et là et faire avancer le développement de l'économie. Mais dites-nous, depuis que la RDC a accédé bien sûr à sa souveraineté tant internationale que nationale, mais pourquoi l'on n'arrive pas à imposer la politique pour maîtriser bien sûr son système macroéconomique? Les pays ont beaucoup d'intellectuels, vous êtes là, c'est une preuve, mais pourquoi on est toujours en train de patauger? Il y a eu des problèmes d'orientation politique. C'est vrai que le président Mobutu a accédé au pouvoir et il avait des conditions favorables pour pouvoir transformer le pays, mais il n'a pas pu le faire parce que justement les orientations politiques prises n'étaient pas bonnes. On est resté dans une économie de rente pendant longtemps en se contentant de l'extraction de nos matières premières, alors qu'il faudrait extraire les matières et les transformer pour justement amener le pays à se développer sur le plan industriel. Cela n'a pas été fait malheureusement. On a parlé de l'agriculture comme priorité des priorités sous le président Mobutu, mais concrètement, rien n'a été fait. Ce qui fait qu'on n'avait pas une vraie vision de la politique de développement du pays. On a juste géré le quotidien. Et voilà que quand la crise est arrivée, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu baisse des cours des matières premières en 74, du fait du choc pétrolier, on a senti les effets. On a eu un second choc en 79, et quand la crise des années 90 a commencé, c'est là que l'économie congolaise s'est effondrée. Le président Mobutu est parti. Jusqu'à aujourd'hui. Hein. Oui, le président Kabila est arrivé. On a parlé du DCRP, tout ça, mais ce sont des programmes qui n'avaient pas de vraie vision de transformation du pays. Et donc, on n'a pas eu un véritable changement. On est arrivé en 2016 à élaborer le PNSD. J'ai participé à l'exercice puisque j'étais le coordinateur d'équipe. Et on a décliné toute une vision. Mais la mise en œuvre a posé problème. Il y a eu des ajustements après nous. Mais je pense qu'il faudrait vraiment que l'on puisse regarder les problèmes avec beaucoup de profondeur et être imaginatif. C'est-à-dire regarder comment est-ce que le monde évolue et savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour se positionner utilement. Mais
somme toute, il faut que l'on puisse améliorer la gouvernance économique et financière du pays, c'est-à-dire mieux gérer les finances de l'État, mieux gérer la monnaie, mieux gérer notre position extérieure. Il faut faire des réformes, il faut transformer l'économie, c'est-à-dire créer un environnement qui pourrait amener les gens à investir, à produire. Malheureusement, cet environnement n'est pas encore là. La fiscalité est encore lourde, il n'y a pas de vraie politique fiscale en RDC, il n'y a pas de vraie politique de financement de l'économie. C'est ce chose qui manque. Donc si aujourd'hui on arrive à ajuster notre politique fiscale, on arrive à mettre en place une politique de financement de l'économie et on met en place une série d'actions marketing consistant à attirer des vrais investisseurs dans un contexte de stabilité et de paix, de sécurité, vous allez voir qu'on peut transformer cette économie et créer de la valeur. Le potentiel de développement est énorme, mais il faudrait pour cela des hommes capables de comprendre ces choses, mais aussi animés de la volonté d'agir. Parce que vous avez parlé tout à l'heure des hommes, et effectivement, ça c'est un problème. Il y a des gens qui facilement ont... Vous êtes là, nous avons comme impression que ça ne sert à rien même d'aller encore à l'université pour apprendre. Oui, mais il faudrait qu'on nous donne l'occasion justement de faire ce que nous pensons être correct. Parce que le vrai problème, c'est qu'il y a des gens qui ont le savoir, mais... Ils ne sont pas compris. Il y a des barrières. Je vous donne un exemple. Pour que vous puissiez avoir accès au président de la République et au Premier ministre, ce n'est pas toujours facile dans ce pays. Et ceux qui faites des propositions. Oui, mais vous voulez seulement les faire auprès du président de la République mais ou auprès du Premier ministre? Je pense que ce sont les personnes qui peuvent impulser. Parce que s'il y a eu beaucoup de ratés dans ce pays, à l'époque, tout comme aujourd'hui, c'est à cause aussi des animateurs de certaines institutions ou des responsables de certains ministères, tout comme certaines entreprises publiques. La gestion est mauvaise. Et ces gens, parce qu'ils sont la ceinture ou conseillers de la ceinture, et bien, des fois, ils vous empêchent d'avoir accès au chef pour faire parvenir le vrai message. C'est ça le problème. Il y a des choses qui sont dites, qui sont fausses, mais parce que ça plaît à ceux qui en profitent, ben, ils ne vont jamais dire ça au chef que non, voilà, tel élément pose problème. C'est ça la vérité. Et il faudrait que l'on puisse justement avoir l'occasion d'échanger avec le président, le Premier ministre pour cela. Je pense même qu'une idée serait de suggérer au président et au Premier ministre de créer des mécanismes pour qu'on puisse leur donner le temps d'écouter le peuple. Un jour, le président ouvre une ligne, ou on lui écrit, par exemple, et il y a des services qui récoltent tout ça, qui font la synthèse, et on lui fait un rapport, voilà. Parce que le président ne peut pas descendre sur le terrain pour tout savoir, ni la première ministre. Mais par contre, s'il y a des canaux par lesquels on peut leur faire parvenir des bonnes informations, ça pourra aider les autorités supérieures de ce pays à prendre les bonnes mesures ou les bonnes orientations qu'il faut pour qu'on puisse aider le pays à se relever. Ici, vous parlez bien sûr qu'il faut mettre en place des réformes pour arriver bien sûr à solidifier notre système macroéconomique, mais on va mettre en place ces réformes quand? Parce que nous sommes en train de partir et évoquer la même question chaque année pendant que le monde est en train bien sûr de réfléchir sur l'horizon 2030, mais nous, l'horizon 2030 bien sûr, mais on est où? Parce qu'on n'est même pas encore arrivé à la cheville par rapport à ce qui s'est fait dans le monde entier. Mais effectivement, par rapport d'abord au potentiel qui est le nôtre, sans regarder les autres, je regarde d'abord le potentiel qui est le nôtre, j'estime que nous sommes encore loin du compte. Lorsqu'on parle d'un budget de 14 milliards, c'est vrai que c'est une progression par rapport à ce qu'on avait comme budget auparavant. Même au niveau de la collecte, il y a eu une progression. Mais par rapport au potentiel que le pays présente, on est encore loin du compte. Lorsque votre pression fiscale est par exemple de 13-14%, alors que la moyenne d'Afrique subsaharienne est de 19-20%, c'est qu'il y a une marge énorme qui n'est pas encore captée. Il faut faire des efforts. Et là, donc, au niveau de la gestion des finances publiques, il y a des efforts à fournir. Et je le dis, et j'ai commencé à le dire depuis longtemps, c'est qu'on a des problèmes dans la collecte parce que, premièrement, on a une mauvaise estimation de notre richesse. On vous dira aujourd'hui que le PIB de la RDC est peut-être de 75 milliards de dollars. Mais si on vous demande quel est le PIB du Haut-Katanga, quel est le PIB du Sud Kivu, on ne sait pas le dire. Mais si on connaît l'ensemble, pourquoi on ne sait pas pourquoi pas ça? Et si on n'a pas cette connaissance des PIB par province, on a aussi du mal à savoir quelle est la capacité qu'a chaque province à contribuer au budget d'État en termes de recettes. C'est un problème. Donc, il y a des efforts à fournir pour justement améliorer le système de collecte des recettes. Et cela demande des efforts dans l'appréhension des performances macroéconomiques. C'est pour ça que j'ai demandé que l'on puisse construire un modèle macro-fiscal en RDC qui nous permet de savoir que produit l'économie dans pratiquement tous les secteurs et ensuite voir qu'est-ce que l'État peut réellement collecter. Et si on a une telle information, on peut faire des bonnes associations budgétaires pour les différentes administrations fiscales du pays financières et savoir suivre de près la collecte. Et quand on met ce système en place, on renforce la surveillance.
Il ne serait pas intéressant pour ce pays que l'on voie un ministre ou un vice-ministre ou un directeur de cabinet interférer lorsque la DGI collecte, par exemple, les impôts. Mais ça se fait dans ce pays. Il serait mal vu. Jusqu'à aujourd'hui, actuellement, est-ce que ça se fait encore? Parce que l'on a appris que même la DGI a fait des records énormes par rapport... en fait, non, il y a des problèmes. Disons les choses telles qu'elles sont. Vous savez, aujourd'hui, il faut prendre un enfant de 4 ans. Un enfant de 4 ans, je dis bien, si c'est signé, vous le mettez à la tête de la DGI, et rien qu'en signant, sans rien faire d'autre, si l'économie se comporte bien, si les prix des matières premières augmentent, les recettes vont aussi augmenter. On apprécie la gestion d'une administration financière ou fiscale par la nature des réformes que l'on mène, par la nature des actions que l'on pose, la manière dont on gère les contentieux fiscaux. Et chez nous en RDC, les contentieux fiscaux sont mal gérés, très mal gérés même. Et l'État perd beaucoup d'argent dans la mauvaise gestion des contentieux fiscaux. Donc ça demande justement une nouvelle façon de faire. Et il ne faut pas applaudir juste pour plaisir. Si les recettes ont augmenté, c'est entre autres aussi parce que le code minier a été revu, parce que certaines entreprises minières qui étaient en phase d'exploration sont passées en phase d'exploitation, parce que la crise mondiale a aussi entraîné un accroissement des cours des matières. Ce sont les éléments qui justifient cela, et légèrement. Il y a aussi la contribution de la politique financière de l'IGF, mais j'y viens légèrement. Mais l'essentiel provient de ces deux éléments. Et donc, il y a encore plusieurs marges à faire. Au niveau des agents fiscales, renseignez-vous, vous êtes dans le domaine de la presse et de la communication. Prenez aussi le temps de rencontrer les acteurs sur le terrain. Ceux qui travaillent à la DGI vous diront qu'il y a plusieurs réformes qu'il faudrait faire qui ne sont pas faites. Ceux qui travaillent à la DGA vous diront la même chose, tout comme à la DGRAD. Il y a beaucoup de poches de recettes qui manquent. Il faut faire des réformes. Et pour ça, ça demande un certain courage et un engagement politique fort. Ça suppose que... Mais il y en a déjà. Non. Le président peut prendre des grandes orientations et le Premier ministre. Mais si au niveau des ministères, il n'y a pas un relais, c'est ça le problème. Donc pour vous, vous restez ou vous réfutez tout ce que l'on nous a présenté comme mobilisation des recettes auprès des régies financières? Non, je dis qu'il y a eu une amélioration et je vais donner les raisons de cette amélioration. Mais ce qui fait la force, c'est les réformes. On n'a pas fait ce genre de réformes. Il y a beaucoup de poches. Et comme je dis, il y a des interférences dans la collecte des recettes. Je pèse mes mots. Je ne suis pas là pour citer les noms des gens, mais je vous dis qu'il y a beaucoup de mauvaises pratiques qu'il faudrait extirper. C'est ce que le peuple attend aujourd'hui du prochain gouvernement. Parce que si on arrive à le faire, vous allez voir comment est-ce que les choses vont se passer. C'est-à-dire qu'on peut même atteindre 30 milliards de recettes. Et là, je ne parle pas de recettes en prévision, mais de recettes mobilisées physiquement. Ah bon? Ben oui. Et quels sont ces mécanismes, s'il faut les présenter? Non, mais aujourd'hui, si on arrive à interdire à certaines personnalités, ministres ou non ministres influentes, d'interférer dans la collecte des recettes, et qu'on amène tous ceux qui font des activités économiques ici à payer les impôts, vous allez voir comment ça va augmenter. Vous voulez dire que tous ceux-là qui font des affaires économiques ne payent pas régulièrement? Nombreux ne payent pas et beaucoup échappent. Mais à l'époque... Donc ce sont les poches des politiques qui sont remplies? Les politiques et leurs copains. À l'époque, quand le Premier ministre Moussit était en fonction, j'étais dans son cabinet, nous avions participé à une réunion au ministère des Finances. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Et on était dans une réunion de suivi des recettes. On demande au DG de la DGI de nous faire son rapport. Il nous présente un montant. Et quand on compare ce montant par rapport à ce qu'il avait annoncé autrefois, eh bien, il y avait une contre-performance. On lui a dit, je donne des chiffres au hasard. Monsieur le DG, vous parlez de 100 milliards alors que vous avez annoncé qu'il y aurait 160 milliards. Pourquoi cela? Et il va nous dire qu'il y a tel sujet qui ne paye pas les impôts. Et quand on a essayé avec les services de la DGI de réclamer, il y a eu des interférences. Il y a eu des généraux et des personnalités politiques qui ont eu à agir. Et le ministre des Finances à l'époque a eu à appeler certaines personnalités fortes du pays, s'est remonté au président et on a donné une instruction. Et la personne a sorti 40 millions de dollars de sa maison en liquide. Vous comprenez un peu ça? Et une quantité importante de francs congolais en termes de milliards de francs congolais. Faut un peu ça. De sa maison. De sa maison. Donc vous comprenez que d'abord, les gens ne payent pas les impôts parce qu'il y a des interférences, mais l'argent n'est même pas dans le circuit bancaire, mais dans les maisons des gens. Or, si l'argent se trouve en dehors du circuit bancaire, comment voulez-vous avoir suffisamment d'argent? Comment voulez-vous avoir un taux de liquidité élevé pour pouvoir mieux financer votre économie? C'est un problème. Et ce sont ces choses-là qu'il faut attaquer. C'est vrai que, j'insiste, il faut renforcer la surveillance de la conduite de la politique budgétaire.
Et je l'ai même dit dans un tweet, je souhaiterais que l'on puisse faire des réformes majeures au Parlement, à l'Assemblée, pour que les commissions permanentes travaillent réellement et que les commissions permanentes suivent. Parce que dans un passé récent ici, on n'a pas vu le Parlement interpeller le gouvernement, alors que c'est son rôle. Il y a eu beaucoup de ratés. Peut-être que les ministres ont bien travaillé. Comment on va les interpeller? Comment voulez-vous comprendre que sur une année, le taux de change se déprécie de plus de 30%, la population en ressent les effets et aucune interpellation du Parlement n'a été faite? L'année passée, on l'a vu. La monnaie s'est dépréciée. Mais vous n'avez pas senti ces effets-là? Peut-être que vous avez beaucoup d'argent, vous n'avez pas senti ça, mais je pense que nous, qui sommes dans la moyenne, on a senti que la dépréciation monétaire a eu un impact sur le niveau de vie de la population. Et pour cela, les parlementaires devaient interpeller le ministre et du Finance et du Budget et le gouverneur ou madame la gouverneure de la Banque centrale pour savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que vous nous dites que vous avez autant de milliards de réserves de change. Mais la monnaie se déprécie. Parce que même le président, pour ne pas vous couper, oui, mais justement, le président s'est même étonné parce mais justement, c'est ça. Il se demande et le président a raison. Mais Mais le président a raison parce que on ne constitue pas les réserves de change pour clamer tout haut que nous avons des réserves de tant de milliards. On constitue les réserves pour avoir des leviers pour intervenir sur le marché de change. Mais quand vous avez les leviers et que vous n'intervenez pas, là, du coup, on se pose une question. Soit vous nous mentez, il n'y a pas de réserve, ou soit l'argent est affecté à autre chose, ou soit carrément, vous êtes en train de mener une action contre le chef d'État. C'est ce que je puis retenir. Ou carrément, les gens ne maîtrisent pas le travail. Ah voilà, par exemple. Parce qu'à l'époque de Mouzito, si je ne me trompe pas, on avait 880 millions de dollars de réserves, mais il y avait une certaine stabilité. Matata est arrivé, il y avait 1,4 milliard de stabilité. Mais comment avec 5,7 milliards aujourd'hui, la monnaie continue à se dépasser? Mais il faut comprendre aussi que le monde est secoué sur le plan économique. Oui, mais cette crise nous profite. Ça n'a pas seulement touché à la RDC. Attends, je pose des questions. Okay. Vous pensez que l'augmentation des réserves de change, c'est par un coup de baguette magique ou que la gouverneure de la Banque centrale s'est mise à genoux, elle a prié qu'on a eu ça? Non, c'est pas ça. C'est parce que la demande mondiale de certaines matières premières a changé à la suite du choc, de la crise dont vous parlez, que la demande a augmenté et les cours ont augmenté. Et nous, on profite. Attention, quand un choc survient, certains pays en subissent des effets négatifs. Mais ceux qui exportent les matières premières pour lesquelles les cours ont augmenté bénéficient. Si nous, en RDC, nos réserves ont augmenté, c'est parce que nos exportations minières ont augmenté et les prix aussi ont augmenté. C'est ça, en fait, l'information qu'il faut vous donner. Alors, puisqu'il en est ainsi, pourquoi cette manne n'est pas utilisée pour intervenir? Je me rappelle encore à l'époque du gouverneur Bouin de la Banque centrale. Il y a eu une politique de change agressive où la Banque centrale mobilisait de l'argent, intervenait sur le marché pour réduire les tensions. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Ils ne l'ont pas fait. Il fallait les appeler pour dire, dites-nous, comment vous expliquez ce paradoxe? Nous avons autant en termes de réserves et la monnaie se déprécie, la population a perdu autant de son pouvoir d'achat et tout le monde trouve ça normal. Donc c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Il y a des problèmes. Moi, je signe, je ne dis qu'il y a des problèmes. Et ça, c'est soit saboter l'action du chef de l'État ou soit carrément ne pas comprendre ce qui se passe. Mais il y a un problème. On peut tout me dire, mais c'est ça. Où il y a l'argent, où il n'y en a pas. Où l'argent sert à autre chose. Mais en interrogeant beaucoup plus les Congolais lambda, la faute vous revient à vous qui êtes expert en économie parce que vous n'arrivez pas, bien sûr, à donner. C'est vrai, vous allez nous dire que vos idées ne parviennent pas, à qui des droits, vous êtes empêchés, mais continuez les combats. Mais je le fais, je suis avec vous ici, je parle. Oui, mais et je ne peux pas m'arrêter. Pour combien de temps afin d'arriver à la résolution de cette problématique? Il faut qu'il y ait des hommes qui aiment ce pays et qui sont capables de prendre les mesures qui s'imposent pour agir. C'est ce qu'il faut. Si on a ce genre de personnes et que ces gens sont impliqués dans la gestion, ben, je pense que tout va aller. En fait, il n'y a pas de magie. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une question de prière. Nous prions Dieu parce que Dieu est notre créateur, mais il y a l'action que l'homme doit mener. Et pour cela, il faut avoir de la volonté. Mais nombreux n'ont pas la volonté. Disons les choses telles qu'elles sont. Parce qu'il y a ces choses, quand vous les regardez, ça doit vous interpeller. Mon frère, nous parlions tout à l'heure des recettes de l'État. Mais il y a des dispositions qu'on a eu à prendre, mais que l'on ne respecte pas. À l'époque, par exemple, on exportait certains minerais par des remblais. C'est qu'on prend la terre avec plusieurs minerais, on exporte et on déclare peut-être que 2-3 minerais de peu de valeur. Ce qui fait que quand on impose sur ces minerais déclarés. Et on avait pris l'option de ne plus faire ça par remblai. Oui. Il fallait aussi renforcer les mécanismes de surveillance au niveau du Centre national d'expertise. Mais est-ce que c'est le cas? Posez-vous cette question, allez vérifier. On vous dirait que non, au niveau du laboratoire, tel équipement ne fonctionne pas. C'est peut-être 1 million, 2 millions. Est-ce que c'est 2 millions d'heures qui manquent au pays? Or, si on achète des équipements et que l'on fait le contrôle de manière sérieuse,
et qu'on augmentait les recettes de 100, 200 millions, ça ne va pas profiter au pays. Mais pourquoi on ne le fait pas? C'est ça le vrai problème. On ne sait pas industrialiser les entreprises publiques parce que nous en avons 4, je pense, Somico, la Gécamine, Miba et l'autre, mais qui sont déjà tombés en faillite. Il faut que l'État les déclare déjà entreprises faillites. Mais oui, parce que jusqu'à aujourd'hui, nous avons un problème de l'industrialisation de ces entreprises, mais comment allons-nous avoir les monopoles de nos propres matières premières? C'est un problème de gestion. Mais à l'époque, le pays était en programme avec le Fonds monétaire et on a arrêté ce programme. Pourquoi? Parce que justement, nous-mêmes, nous bradions ce que nous avons comme carrés miniers. Les carrés miniers, je donne un exemple, coûteraient peut-être 100 millions de dollars. Mais vous, Congolais, vous vendez ça à 100 000 dollars. Comment vous comprenez ça? Pour que vous vous retrouviez. Oui, après, ceux qui ont racheté, ils vont faire une transaction à plus cher sur le marché. Mais on nous a dit que c'était la Banque mondiale qui vous a dit ça? Qui avait donné des idées. Il fallait les brader. Non, mais la Banque mondiale et le Fonds monétaire sont des institutions sœurs. Quand le Fonds monétaire arrête le programme, ça suppose qu'il y a des choses qu'ils ont constatées ensemble. Et notamment, c'est ce bradage des carrés miniers qui a posé problème. Et ça, c'est l'homme congolais qui a fait ça. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est le Congolais lui-même qui tue son pays. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. On n'a jamais dit que le Fonds monétaire avait imposé que l'on puisse brader. Mais eux nous ont demandé, d'ailleurs, ils nous ont exigé, publier régulièrement vos contrats miniers, que l'on sache ce que vous faites avec vos minerais. Mais ça profite au pays, ça profite aux gens et à un groupe d'intérêts. C'est ça le problème. Donc, le problème de la RDC, comme vous l'avez dit au départ, c'est l'homme congolais. Si aujourd'hui, il y a des hommes consciencieux qui prennent le temps de suivre de près tout ce que je vous dis là, vous allez voir. En 2020, il y a eu la crise, n'est-ce pas, de la Covid-19. On était donc à mobilité limitée et nombreux sont ceux qui ont travaillé par télétravail. Oui. Et on a plus fait des opérations par mobile money. Ça suppose que le volume des opérations des opérateurs télécoms a eu à augmenter. Mais certains opérateurs, à l'époque, déclarent des pertes ou une régression de l'activité, alors que, logiquement parlant. Et lorsque la DGI a voulu faire un travail de contre-vérification, il y a eu des acteurs qui ont eu interféré. On appelle la DGI, non, arrêtez, ne faites pas ça, tout ça. Voilà. Et donc le problème de la RDC, c'est l'homme congolais lui-même. C'est l'homme congolais qui est lui-même l'auteur du mal. Si on a des hommes sérieux et consciencieux, on va changer le cours des choses. Et c'est ce qui fait défaut. Et je pense qu'aujourd'hui, le combat que le président de la République est en train de mener avec la Première ministre a tout son sens, parce que je sens qu'ils veulent obtenir, ou avoir dans le gouvernement, des personnes qui seraient capables de traduire en réalisation la vision que le chef a déclinée. Parce qu'il a pas des engagements, mais il faut que ça passe par action. Et le chef ne peut pas être au four au moulin. Il donne l'orientation, il faut qu'il soit accompagné. La Première ministre a un background, des connaissances, et c'est une personne qui a une expérience avérée, donc elle peut faire quelque chose. Mais pour cela, il faut qu'elle soit accompagnée aussi des personnes qui comprennent les choses et qui s'engagent à faire les choses selon que le chef a défini, mais pour rencontrer les attentes de la population. Donc, vous louez déjà les prouesses de la Première ministre qui... Je la connais comme bien. étant une personne qui a un bon parcours et donc vraiment elle a le bagage pour pouvoir aider le pays à avancer. J'ai suivi le président de l'Assemblée, le nouveau président, il a dit qu'on va renforcer le contrôle si on laisse à la Première ministre le soin de bien organiser les choses telles qu'elle le sait et elle le veut, et que le Parlement accompagne utilement l'action du gouvernement avec un contrôle renforcé de tous les acteurs. Je pense qu'on sera en train de reprendre de plus belle. Mais pour ça, il faut que les acteurs eux-mêmes soient capables de comprendre et de faire ce qu'il faut. Parce qu'il y a certaines exigences. On ne peut pas juste se positionner par rapport à... Mais il faut se positionner par rapport à ce qu'on peut faire pour aider le pays. Il ne faut pas, même si le nouveau président de l'Assemblée nationale l'a dit, il ne faut pas que ça soit comme une chasse à la sorcière. Non, il faut travailler pour aider le pays. Contrôle. Mais tout à l'heure, je dis ceci, c'est qu'il faudrait que les COFIN... Voilà, mais je vous donne un exemple. Il y a eu à l'époque ici un débat où nous avons vu une scène un peu triste, mais disons-le, entre Deli Sanga et Mbosso sur la question de la délinquance financière. Mais chaque année, en fin d'année, lorsqu'on fait la reddition des comptes, on se rend compte que le budget est mal exécuté. On se plaint souvent de cela. Mais pour éviter que l'on retombe à ces travers du passé, qu'est-ce qu'on fait? Mais mettons en place un système qui serait que dorénavant, chaque 3 mois, la commission ECOFIN suit comment est-ce que le budget d'État est exécuté.
Bon, l'homme congolais est en tout cas bon en faisant des promesses parce que quand Félix Tshisekedi a accédé aussi à la sommité du pays, il avait dit les contrôles envers les gouverneurs seraient faits à chaque 6 mois, mais chose qui n'a pas été faite sur Ah, le mais il faut terrain. en changer, parce qu'il a dit j'ai suivi, Oui. qu'on va corriger les erreurs du passé. Donc, c'est un engagement qu'il a pris, mais je pense que cette fois-ci, on va le faire. Et je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait créer un cadre de collaboration entre le pouvoir central et les provinces pour qu'on puisse changer cela. Mais, Donc, s'il y a lieu que la première ministre ait un cadre qui lui permet de rencontrer les gouverneurs de province pour discuter avec eux, parce que les gouverneurs étant les représentants du pouvoir central en province, il faudrait que la première ministre puisse être en contact avec eux et suivre ce qui se passe. mais quand vous dites déjà il faut créer un cadre de concertation entre le gouvernement central et provincial, vous ne pensez pas que ce sont toujours des organismes qui viennent pour... Non, c'est pas le reste, c'est juste des réunions. Oui, mais Non, les gens qui vont y travailler, ce sont... Non, c'est la première ministre reçoit les gouverneurs et on regarde, voilà, nous, la déclinaison de la politique du gouvernement est celle-ci, au niveau central. Et vous, au niveau de province, compte tenu de vos spécificités, voilà ce que vous faites. OK, après on suit. Non, mais le problème, c'est que les déplacements des gouverneurs, ça demande toujours de l'argent. C'est pas un problème. Si S'ils se déplacent pour qu'on puisse assurer que tout se fait bien sur terrain, on gagne. La dépense là de transport et frais d'hôtel ne vaut rien par rapport à la qualité de la gouvernance. Parce que vous ne savez pas ce que la gouvernance suppose en termes d'impact ou d'implication sur les performances d'un pays. Si on sait quantifier ça, vous allez vous rendre compte que si la Première ministre a la possibilité de suivre les gouverneurs et de les orienter et encadrer leurs activités, on serait tous contents. Parce qu'on a pleuré dans les provinces ici à cause de la mauvaise gestion des gouverneurs. S'il faut faire une comparaison, vous avez été dans le cabinet du Premier ministre Mouzito et aujourd'hui, y a-t-il, nous pouvons parler des avancées significatives ou bien il y a toujours recul? À quel niveau? Au niveau du cabinet? Non, mais sur le plan macroéconomique. Non, en fait, la situation a connu plusieurs évolutions. Vous voyez, au niveau, par exemple, de la richesse nationale, quand on prend en termes absolus, le PIB du pays a augmenté, c'est normal. Et c'est ça la tendance. Nous sommes économistes et on vous dira que le PIB a tendance à croître dans le temps pour toute économie. Mais la croissance économique qui s'est accélérée à un moment donné a connu un ralentissement. Et les performances sont pas au rendez-vous parce que le taux de pauvreté demeure très élevé dans le pays. Plus de 60% des Congolais sont pauvres. Alors que nous sommes l'un des pays les plus riches. Non, mais 60% là paraît être moindre. 62% selon certains chiffres et d'autres même 70%. On patauge toujours parce qu'on n'arrive pas à donner des chiffres exacts. Mais la moyenne subsaharienne est de 34%. Vous voyez un peu ça. Alors que la RDC est l'un des pays les plus riches du point de vue des ressources naturelles. Vous comprenez que c'est paradoxal justement. Donc nous ne savons pas nous servir de nos richesses. Mais ça montre que nous avons une gouvernance qui pose problème et ça demande que l'homme congolais puisse changer de paradigme, de façon de faire. On doit modifier notre modèle économique, on doit changer notre façon de gérer les finances publiques, améliorer notre gestion monétaire et faire des réformes pour que notre économie puisse produire, créer des opportunités d'emploi pour les Congolais et donner des revenus, davantage de revenus aux Congolais pour qu'ils vivent mieux. Parce que plus de revenus suppose une meilleure consommation, un meilleur accès à l'éducation, à la santé et bref, l'épanouissement de l'être. Alors, avec ces nouveaux gouvernements de Mme Souminoua Toulouka, quels sont les mécanismes qui seront mis en place, selon vous, pour arriver à booster les leviers de développement économique? Parce que si nous allons rester toujours dans cette même chanson, nous risquerons de passer tout un cercle vicieux et il n'y a pas de changement. Bon, au niveau d'abord monétaire. En quelque sorte comme des recommandations que vous formulez. Hein. Bon, une des premières choses que je suggérerais à Mme Souminoua, serait que l'on puisse d'abord assurer un meilleur suivi de la fixation des prix des biens sur le marché. Quand vous comparez les prix des biens sur le marché congolais et le marché des pays voisins, vous vous rendez compte que les prix en RDC sont exagérés. Et donc, il faudrait attaquer ça, c'est-à-dire faire un audit de la structure des prix des biens de grande consommation et voir quels sont les éléments qui font que les prix soient trop importants en RDC. Et vous remarquez qu'il y a aussi de la tricherie. Il y a certains agents économiques, opérateurs économiques, qui font des cumuls de marge. Et pourquoi? Parce que l'État ne contrôle pas. Et donc, il faut revoir la façon de surveiller. Ça, c'est une chose. Les produits des biens de grande consommation, il faut repenser. Mais il faut aussi aller vers les produits pétroliers. Tout récemment, ici, vous avez vu que les prix ont légèrement baissé. C'est à la suite d'un travail de contrôle de la structure des prix. Et je pense que si on approfondit ce travail
on peut encore baisser davantage le prix des produits pétroliers et cela aura comme impact la baisse des coûts du transport et la baisse des prix. Même si l'État doit encore beaucoup, des millions aux opérateurs pétroliers. Il faut chercher à entrer dans les détails pour comprendre un peu qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce que l'État avait convenu il y a quelques années sur, par exemple, la propriété de CEP. Après, on aura maintenant une réponse exacte. C'est une question qui demande une réflexion. Outre cela, il y a maintenant des actions à mener rapidement. Il faut rapatrier les devises, les 5 milliards là, il faut les ramener au pays et intervenir sur le marché de change pour réduire les tensions. Mais comment les rapatrier? Parce que déjà les institutions internationales financières refusent, pensent que la RDC n'est pas encore en mesure de garder beaucoup de devises dans ces banques, d'autant plus que ces banques n'inspirent pas confiance. Votre pays, c'est votre pays. Il ne faut pas accepter qu'on vous fasse un dictat sur des choses qui ne vont pas marcher. Si c'est ça le dictat, parce que je n'ai pas eu cette information-là. Parce que moi, je sais que tout économiste formé de manière correcte, c'est qu'on conçut des réserves de change pour pouvoir intervenir sur le marché de change. Si ce n'est pas le cas, c'est que la théorie économique a changé. Mais je ne pense pas. Donc, qu'on ramène les devises. Ça, c'est sur papier. C'est selon la loi. Il faut rapatrier les devises. La loi de rapatriement. Il faut que les devises soient logées dans nos banques. Il faut qu'on le rapatrie. La RDC. Mais c'est pour ça que je dis, on rapatrie et on intervient sur le marché de change pour tuer les tensions. Et on stabilise. Mais au même moment aussi, on doit faire des efforts pour améliorer la manière de programmer les dépenses de l'État et les exécuter. Vous avez suivi les débats tout récemment ici. Tout le temps, paiement en urgence, dépassement budgétaire, c'est ce qui dérange aussi. Vous comprenez un peu? Les économistes toujours. Non, les gestionnaires. Mais le président de la CENI se plaignait ici pour dire que j'ai besoin d'argent pour organiser. On ne lui donne pas l'argent, on bloque. Après, à un moment donné, au mois de juillet, on lui donne une somme importante en francs congolais. Alors que lui, il devait acheter des équipements à l'étranger. Il fait quoi? Il va avec cet argent sur le marché de change, ce qui fait que le taux de change a atteint 2700 francs le dollar au mois d'août. C'est la suite de cette opération. Donc, une mauvaise programmation budgétaire, mauvaisation du PEB et du plan de trésorerie et non-respect de la chaîne, ça dérange. Et ce sont les éléments de critique que le Fonds monétaire nous a formulés ici. C'est vrai qu'on a conclu les revues, mais avec des réserves pour dire, mais comment ça? La transparence nous exige justement qu'on puisse respecter la programmation budgétaire, qu'on puisse respecter la chaîne de la dépense, mais ça ne se fait pas. Ce sont des choses qu'il faudra faire. Et je pense que Mme Soumine va avoir un œil regardant là-dessus. Il faut le faire. Pour avoir travaillé à la Banque mondiale, hein? Non, elle n'a pas travaillé à la Banque mondiale. Ah, elle n'a pas travaillé à une institution internationale? Non, elle a été au PNUD, mais elle est économiste de formation, elle connaît ces choses-là, elle a traversé le budget. Donc, Mme Soumina va suivre ça de près. C'est très important. Donc, en faisant ça, déjà, on va détendre le marché de change et stabiliser. Mais après ça, moi, je lui recommanderais que l'on puisse faire une réforme. Il faut regarder le marché de change. Nous voyageons, vous voyagez, quand on va à Addis Abeba, on voit comment est-ce qu'ils gèrent les opérations de change. Ouais. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Justement, qu'on fasse des réformes pour regarder le marché de change, qu'on voit comment résoudre des problèmes de thésaurisation, améliorer le système de paiement parce qu'il y a des problèmes d'encombrement. Quand il faut utiliser des montants importants avec des francs congolais, c'est encombrant et des fois c'est un facteur d'insécurité. Donc il y a des mesures qu'il faut prendre rapidement pour stabiliser. Et une fois qu'on finit, à ce niveau-là, je lui suggérerais qu'au niveau des finances publiques, qui est la création d'un système intégré de gestion des finances publiques avec 4 composantes. Une plateforme pour la préparation budgétaire, une plateforme pour la collecte des recettes, une plateforme pour la programmation et l'exécution des dépenses, et enfin une plateforme pour la gestion de l'aide. Et à côté de cela, on doit aussi développer une plateforme pour gérer les marchés et investissements publics. C'est la jungle. Il y a un problème de transparence, il y a des gens qui font des collusions et profitent sur le dos de l'État. Ce qui fait que l'argent qu'on aurait dû mobiliser pour financer l'éducation, la santé, les infrastructures, ça en dépend des gens. Si on fait ça, on va mieux surveiller et donc arriver à mieux capter. Et si on rationalise les choix en termes de dépenses, les impacts seront là. Donc il y a des choses à faire. Et même actuellement, là, on a même besoin d'un plan d'investissement public stratégique. Parce que dans les 5 ans qui viennent ici... Vous êtes fort en proposition. Hein? Dans les 5 ans qui viennent ici, les Congolais ne vont pas accepter que l'on puisse laisser les entreprises de transport aérien comme Congo Airways dans l'état actuel des choses. Il faudrait que tout un grand pays qui n'a pas de compagnie d'aviation. Voilà. Et donc, ça, c'est un défi. C'est ridicule, là. Voilà. Vous qui côtoyez
système international. Non, non, ce sont ceux qui ont géré l'argent du pays qui doivent expliquer comment est-ce qu'on n'a pas pu mobiliser et utiliser à bon Non, escient. j'ai dit c'est ridicule quand vous êtes devant ces gens-là. Mais bien sûr, quand des fois vous donnez des bonnes idées, on vous demande, mais pourquoi vous ne le dites pas chez vous? C'est pour ça que nous souhaiterons cette fois-ci que l'on puisse avoir un gouvernement de personnes qui seraient capables d'accompagner cette vision et de la transformer en action, pas juste en annonce, parce que nous sommes forts en annonce, mais il faut qu'il y ait du concret. Et donc, sur terrain. Oui. Donc, il y a des choses à faire aussi au niveau des finances publiques. Il y a des petites choses là, mais si on fait ces réglages-là, ça va permettre à l'État de gagner plus d'argent. Je donne un exemple encore. Il y a des exemples. Aujourd'hui, vous et moi faisons un travail qui appelle à payer une prime, mais l'État, pour payer, va payer peut-être 1000 personnes. Il y aura 998 fictifs sur la liste des primes. Et vous verrez, excusez-moi, je n'ai rien contre les gens, mais vous verrez tel conseiller financier et sur toute liste des paiements, tel DIRCAB, tel directeur. Mais ils n'ont pas travaillé. On travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Mais c'est justement ça le problème. Il faut arrêter avec ces pratiques. Si on ne le fait pas, on va se plaindre et la situation ne changera jamais. Il faut rationaliser l'utilisation de l'argent de l'État. Et c'est avec ce genre de choses qu'on va commencer à changer. Vous imaginez, vous prenez le budget de l'État, vous voyez le plan de trésorerie, on vous dit que les dépenses de fonctionnement ont connu un dépassement. Mais vous allez dans les ministères, il n'y a pas de papier, il n'y a pas d'encre. Et des fois même dans les administrations au niveau du finance et budget. Alors ce sont les ministères qui ont le plus d'argent. Mais comment vous comprenez ça? Vous comprenez qu'il y a un problème. Il faut même un suivi dans l'exécution des dépenses de l'État. Sur le plan économique, il y a des réformes qu'il faut faire. L'agriculture, le potentiel est là. Mais ça ne marche pas. On a eu plusieurs initiatives, ça ne marche pas parce que justement, il y a un problème de sérieux dans la façon d'aborder les choses. On nous a amené l'idée des parcs agro-industriels. Ce n'est pas une mauvaise idée, mais la manière d'appliquer a posé problème. Moi, j'étais en Chine et j'ai suivi le modèle chinois. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Avant de construire des parcs agro-industriels, ils ont créé des centres de développement intégrés où ils ont rassemblé les petits exploitants, ils les ont encadrés avec des incubateurs, ils ont stabilisé leur production, ils les ont aidés à améliorer leur productivité et petit à petit, on les a regroupés avec des facilités en termes de capitaux ou d'équipements et cela leur a permis justement de développer leur productivité et de répondre aux problèmes. C'est ce qu'il faut faire. Il y a, je sais pas, à l'est du pays, au bas où il y a une expérience riche. Il y a un parc agro-industriel de Dingui, là, des privés, qui réussit, mais avec moins d'argent que ce qu'on a dépensé pour Bukangalozo, par exemple. C'est ça le problème. Donc c'est pour dire qu'on peut le faire, mais il y a un exemple. Et il faudrait bâtir aussi sur l'existant et regarder les bonnes pratiques ou les bonnes expériences qu'il y a dans le pays. Oui, mais les combles, c'est aussi, nous touchons déjà vers la fin de ce magazine, ce que je vois ailleurs. Pour arriver bien sûr à booster les développements économiques d'une entité, l'on étudie d'abord est-ce que la population est-elle prête à recevoir cela? Parce qu'il faut engager également des experts en ça. Non, mais effectivement, ça c'est un problème. Je peux vous dire que c'est un problème. Parce que moi-même j'ai été en province l'année passée pour parler avec des agriculteurs dans le cadre d'une étude que j'ai pilotée là. Et certains m'ont dit clairement qu'on ne nous a pas parlé du PDL 145 territoire. Même des gouverneurs de province m'ont dit qu'ils ne savent pas exactement qu'est-ce qu'il y a derrière le PDL 145. Ah, oui. Les gouverneurs de province, je pèse mes mots. Gouverneurs de province. Oui. Mais c'est ridicule. On parle des parcs agro-industriels. Mais même au Bukangalozo, les acteurs du secteur privé, certains n'ont même pas été impliqués. Ils ne savent pas qu'est-ce que ça suppose, tout ça. Donc, vous comprenez qu'il y a un problème. La démarche n'est pas bonne. Il faut que l'on puisse bien concevoir les choses et les appliquer selon les règles en matière et aussi assurer cette transparence dans la gestion financière pour que les résultats soient au rendez-vous. Monsieur Alex Choué-Mokim, nous sommes arrivés à la fin. Vous êtes économiste, bien sûr, vous donnez beaucoup de propositions, mais quand cela n'est pas pris en compte, c'est quoi? Qu'est-ce que vous ressentez? Bon, c'est triste parce que le président de la République a pris des engagements et nous qui aimons ce pays, on souhaiterait vraiment voir la situation changer, s'améliorer. Mais pour cela, il faudrait justement que l'on puisse traduire ce qui a été pris comme engagement en actes. C'est pour ça que nous voulons que cette fois-ci, que le président puisse avoir à ses côtés des gens capables et qui réellement seront engagés à faire ce qu'il faut faire pour rencontrer la vision. Ce que nous souhaitons. On ne voudrait pas que l'on puisse nous mettre des acteurs politiques, les mêmes visages là qui ne font rien. Nous, dans une équipe, on reconduit un joueur parce qu'il est performant. Mais quand quelqu'un ne montre pas des performances, pourquoi on va le reconduire? Voilà. Ça, je ferais rire. On a suivi la CAN ici. J'ai rien contrôlé, c'est juste une vérité. Cédric Bakambu avait raté un pénalty, n'est-ce pas?
Et s'il y avait un autre match après et qu'il y avait penalty et que notre coach demandait à Bakambu de tirer penalty, s'il est raté, vous voyez ce qu'on aurait comme réaction dans le pays. Ouais. Donc c'est un peu ça le problème, c'est-à-dire qu'on doit avoir cette même attitude. Dire que donc beaucoup de ceux-là qui étaient dans les gouvernements passés, en tout cas, ça ne sert à rien de les faire revenir. Oui, ceux qui sont au Parlement, au Sénat, comme le président, ils doivent y rester. Qui restent un peu là-bas et qu'on laisse d'autres personnes aussi apporter un sang nouveau et que l'on voie. Parce que si aujourd'hui il y a de nouvelles têtes et que l'on se rend compte qu'on arrive à réduire les pressions sur le marché de change, à stabiliser la monnaie, à réduire l'inflation, à transformer l'économie, à créer des emplois, eh on applaudit. Et là, c'est ce qui fera la fierté du président de la République. Lui-même l'a dit dans son livre, avec tout ce que nous voyons comme corruption, en tout cas, il a dit que c'est vraiment ancré à cause de notre culture déjà passée. Mais qu'il trouve des hommes qui vont vraiment l'aider. Parce qu'il y en a. Je suis sûr comme et certain vous. que... Ah oui, moi je pense que si j'ai l'occasion d'apporter ma contribution au président de la République et à la première ministre, je le ferai avec abnégation et je pense qu'on aura de très bons résultats. Merci. Merci d'être venu. Mesdames, Messieurs, merci. Vous étiez nombreux à nous suivre. En tout cas, le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine et pour l'instant, passez une excellente suite de la programmation de nos émissions. À tout à l'heure.